Eric Philibert de l'AIE, Emmanuel Peter d'Areva, Catherine Delcroix, ici, que j'ai vu de la CNIM, Jacques Jamard d'Alstom, Jean-Pierre Joly de l'INES, ça va être une grosse table ronde, Alain Ferrière du laboratoire Promesse, le précurseur dans les Pyrénées, Utku Beramoglu qui représente la Turquie, et Obaïd Amran qui représente le Maroc. Merci de nous rejoindre et moi je vais m'éclipser puisque je crois qu'il n'y aura pas assez de place. Ah bah mettez-vous. Est-ce qu'on a 8 fauteuils déjà? D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que tout le monde a un fauteuil? C'est bon. Bon. Alors, cette table ronde numéro 2 s'appelle « Dans un marché aux perspectives considérables, quel rôle pour les acteurs français ?» Encore faut-il être d'accord sur marché aux perspectives considérables. Et ça, c'est Cédric Philibert qui va nous dire s'il est d'accord avec cette affirmation. Est-ce que Cédric, vous voulez venir à la tribune? Vous pouvez. Au pupitre, vous pouvez. Hein. Bon, je vais rester là. D'accord. Donc Cédric Philibert, Agence internationale de l'énergie, vous êtes le spécialiste du CSP là-bas. Du solaire en général. Solaire en général. Merci beaucoup de votre invitation et de l'honneur qui m'est fait d'ouvrir cette table ronde. Je crois que j'ai une présentation. Voilà. Et en principe, je vais pouvoir passer les diapositives. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas spécifique au thermodynamique, c'est nos perspectives à court terme sur l'ensemble des renouvelables. Ou plutôt sur l'électricité renouvelable. Ce n'est pas toutes les renouvelables, mais quand même, c'est ce qui marche le mieux. Et la perspective à court terme, c'est-à-dire 2018, c'est notre perspective à 5 ans, le Medium Term Renewable Energy Outlook, est très positive. On prévoit une croissance de 40% entre 2012 et 2018. Les renouvelables hors hydraulique ont doublé depuis 2006 et vont à nouveau doubler entre 2006 et 2018. C'est une croissance quand même très rapide. L'énergie hydraulique reste la technologie qui croît le plus vite en génération, mais pour la première fois, l'ensemble des autres vont croître plus vite. D'accord ? C'est la technologie qui, prise individuellement, croît le plus vite, mais pour la première fois, l'ensemble des autres va croître plus vite que l'hydraulique dans le monde, à l'échéance 2018. C'est au fond les seules familles technologiques qui sont en phase avec ce qu'il faut faire pour maintenir le changement climatique en dessous de 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles. C'est pratiquement le seul secteur qui est en phase avec les objectifs et la modélisation de l'AIE sur le long terme, comme on peut le voir ici. Autre caractéristique intéressante, 2016. En 2016, l'ensemble de l'électricité renouvelable va dépasser la production électrique avec le gaz, malgré le gaz de schiste, et elle va atteindre le double de la production électrique nucléaire. Voilà, ce qui n'est quand même pas rien et quelque chose qu'il est important de souligner. Alors, quand on regarde le détail, on voit donc l'hydraulique qui constitue la plus grosse masse, qui continue à croître. On voit les énergies éoliennes qui sont très importantes. On voit une tache jaune assez importante, c'est le photovoltaïque, qui est plus importante qu'on ne l'avait prévu il y a quelques années. Et on voit une petite bande orange, c'est le CSP, qui est moins importante que ce qu'on avait envisagé il y a quelques années. Alors voilà la prévision à 5 ans sur le thermodynamique par région. Vous voyez qu'au début, il y a essentiellement l'Europe et les États-Unis. Et puis, dans les années qui viennent, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine viennent s'ajouter, le reste de l'Asie aussi. Et on a donc un panorama plus diversifié. On est sur une projection de l'ordre de... bon, là, c'est en térawattheure,
il y a évidemment un facteur de capacité plus important pour le thermodynamique que pour le photovoltaïque. On est en gigawatts, aux alentours, entre 12 et 14 gigawatts à l'horizon 2018. On va vers 17 à 20 à l'horizon 2020. En pointillé, vous voyez la prévision qu'on faisait l'année d'avant. Donc là, on a même un petit peu réduit notre prévision d'une année sur l'autre. Je ne sais pas où il faut que je... Voilà. Alors là, je compare divers scénarios faits à diverses époques et pour divers horizons de temps par l'AIE. Et ça, c'est impitoyable. Dans notre technologie roadmap pour le CSP, publié en 2010, on envisageait jusqu'à 147 gigawatts. Alors, ce n'était pas une prévision. C'est un scénario contrasté qui dit ce qu'il est possible de faire si on met en place les politiques qu'on recommande, dans une optique favorable pour le climat. Donc là, on voyait jusqu'à 147 gigawatts de CSP en 2020. On en prévoit maintenant, je vous l'ai dit, entre 12 et 14 pour 2018. Donc ce sera difficile d'aller à 140 d'ici 2020. En 2035, dans le dernier World Energy Outlook, celui qui a été publié il y a 10 jours, on a une prévision qui oscille entre 70 dans le scénario central et 224 dans le scénario amical pour le climat. Voilà, donc on peut en 2035 avoir nettement dépassé notre prévision pour 2020, mais c'est quand même 15 ans après. Voilà. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que nos prévisions à long terme n'ont pas beaucoup changé. En 2050, on était dans la roadmap à 1000 gigawatts. Eh bien, dans Énergie Technologie Perspectives, il y a 2 ans, on est entre 850 et 1100. Donc, on est toujours à peu près là. Et je peux évidemment rien vous dire sur l'Énergie Technologie Perspective 2014, mais je ne serais pas surpris si c'était une prévision plutôt un peu améliorée. Mais je vais y revenir. Voilà, le mix énergétique soutenable en 2050, tel qu'on l'a imaginé donc il y a 2 ans, il est quand même profondément différent du mix aujourd'hui. On a plus de... le charbon sans capture et stockage du CO2 doit disparaître. Vous avez deux variantes ici. La colonne centrale, c'est le mix électrique dit de moindre coût. Et celle de droite, c'est celle qui coûte 10% plus cher en électricité. C'est la variante eau renouvelable qu'on a conçue pour le cas où le nucléaire et la capture et le stockage du carbone progresseraient moins vite que dans l'hypothèse dite de moindre coût. Les renouvelables, donc on a beaucoup moins de charbon. On a du charbon avec capture et stockage du carbone. On a du gaz, mais en moins de quantité. On a beaucoup de nucléaire, c'est la masse rouge. Et tout le reste, c'est des renouvelables. Et les renouvelables, c'est 3 grandes masses. L'hydraulique, le solaire, jaune et orange, et puis l'éolien, tout en haut en vert. Enfin, tout en haut, il y a une petite bande, les énergies marines. Donc l'éolien, terrestre et marine. Tout ça fait 57% dans le scénario de moindre coût, dont 22% d'énergie renouvelable variable, photovoltaïque, éolien et énergie marine. Ce qui, évidemment, dans certaines régions où ce taux va être bien plus élevé, va susciter des questions d'intégration qui sont solubles, mais auxquelles il faut s'attaquer. Dans l'hypothèse où il y a moins de nucléaire et moins de capture et stockage du carbone que prévu, les renouvelables montent jusqu'à 70% de l'électricité mondiale. Les renouvelables variables, 32%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la plus grosse différence entre les deux scénarios, c'est l'éolien, mais encore plus le solaire. C'est-à-dire c'est là où il y a de la marge. Pourquoi ? Parce que la ressource est illimitée. Et dès qu'on n'est plus dans l'optique du moindre coût, mais qu'on fait face à un développement handicapé du nucléaire et de la capture et du stockage du CO2, eh bien, c'est dans le solaire, notamment, un peu l'éolien et beaucoup de solaire, qu'on vient puiser les ressources additionnelles pour répondre à la demande d'électricité. Et ce solaire se répartit en 2 tâches à peu près presque égales, le photovoltaïque et le thermodynamique. Donc à long terme, nous pensons que les 2 technologies jouent des rôles à peu près comparables dans l'électricité mondiale, même si en Europe, évidemment, il y a beaucoup plus de photovoltaïque, et dans les pays où il y a une très bonne irradiance directe, eh bien, il y a plus d'électricité solaire thermodynamique. Je n'espère pas de passer la diapositive suivante. Peut-être qu'on va m'aider. Merci beaucoup. Voilà. Alors, face à la concurrence du photovoltaïque, aujourd'hui, le thermodynamique est clairement nettement plus coûteux. Il y a 5 ans, c'était
à parité. Maintenant, le PV a divisé son coût par 2,5. Bon, mais son existence est toujours justifiée grâce au stockage thermique. Dans plusieurs cas, tout de suite, quand la pointe de demande se situe après le coucher du soleil. Obaïd, c'est le cas du Maroc, c'est le cas en Afrique du Sud, c'est le cas en Inde, c'est le cas dans beaucoup de pays en développement. Mais aussi, un peu plus tard, dans quelques années, quand l'extension du photovoltaïque viendra saturer la demande à midi. Enfin, plutôt le photovoltaïque et les énergies conventionnelles qui seront encore nécessaires quand on aura besoin de faire tourner au moins au minimum durant la journée pour que le soir, elle puisse répondre à la demande, etc. Donc, quand cette pénétration du photovoltaïque sera handicapée par la variabilité de la ressource, le solaire thermodynamique retrouvera un rôle très important. L'alternative, au fond, c'est quoi ? C'est le stockage de l'électricité directement. Et aujourd'hui, c'est les stations de transfert d'électricité par pompage. Il n'y a pas d'autres technologies abordables à court terme. Demain, il y aura les véhicules électriques, il y aura peut-être un peu d'électricité décentralisée, de stockage de batteries décentralisées, mais les gros bataillons du stockage de l'électricité, aujourd'hui 99%, demain peut-être encore 80 ou 90%, ce sont les steppes. Donc s'il y a la place pour des steppes profitables, il y a un peu moins de rôle pour le thermodynamique. Mais en général, dans les pays où il y a une bonne irradiance directe, c'est des pays arides, il n'y a pas énormément d'options pour les steppes. On en fait, au Maroc on en fait, mais on ne peut pas en faire beaucoup. Voilà, donc complémentarité des deux technologies. Un bon exemple, je pense, c'est le plan saoudien, qui prévoit 16 gigawatts de PV et 25 gigawatts de thermodynamique à l'horizon 2032. Mes amis du photovoltaïque me disent « Ah, mais il faudrait leur dire de faire plus de photovoltaïque, puis c'est quand même beaucoup moins cher. » Et quand on regarde le plan saoudien de près, on se dit, mais non, on ne peut pas faire plus de photovoltaïque en prenant sur le thermodynamique, parce que le thermodynamique, il est essentiellement sur la fin de l'après-midi et le soir. Ce qui handicape le photovoltaïque dans ce programme, c'est la base nucléaire, imaginée à plusieurs dizaines de gigawatts aussi, et qui n'est pas peut-être tout à fait près d'être réalisée. Voilà, donc l'espoir du photovoltaïque, il est dans éventuellement encore plus. Dernier point, comme c'est bien flexible, le thermodynamique, on peut faire du base load, mais ce n'est pas l'idée de faire du base load. L'idée, c'est de faire du load following, de suivre la demande, de répondre aux besoins de pointe et de demi-pointe. C'est idiot, si je peux me permettre, d'aller à tout prix, d'augmenter des champs démesurément pour faire du base load et produire au milieu de la nuit quand l'électricité a très peu de valeur. En revanche, comme c'est flexible, ça permet d'intégrer plus de photovoltaïque. Et tout à l'heure, je disais, une des limites du photovoltaïque, c'est le fait qu'il faut maintenir certaines technologies doivent être maintenues à mi-puissance durant la journée pour être capable d'être là le soir quand il y a une pointe de demande. Si c'est du thermodynamique, eh bien, on peut au contraire faire que ce thermodynamique n'est même pas présent, par exemple en hiver quand la ressource est plus faible, n'est pas présent dans la journée et ne vient en appui que le soir. Et ça libère encore plus de place pour le photovoltaïque. Donc, en fait, cette technologie est aussi un facilitateur pour le photovoltaïque plus qu'un concurrent. Voilà, donc l'idée c'est que le stockage thermique permet le suivi de charge. Il faut d'abord s'arranger pour couvrir les pointes au coucher du soleil. Et Obaïd nous confirmera dans 2 minutes que maintenant au Maroc on ne demande plus 3 heures mais on demande 5 heures aux centrales thermodynamiques, je crois. En hiver, éventuellement, c'est elle seule qu'on alimente. La turbine électrique peut démarrer au coucher du soleil. C'est pas parce que c'est solaire qu'il faut faire tourner la turbine dès qu'il y a du soleil. Mais ça permet aussi d'augmenter les horaires de production. On a ici un schéma où ça fonctionne de 10h à minuit. Couvrir en été, quand la ressource est plus importante, à la fois les pointes et les heures pleines de jour, bien entendu, de façon à la fois réduire le coût et augmenter la valeur de l'électricité. Et puis, il faut aussi compter, je vous renvoie aux études du NREL sur ce sujet, sur la valeur additionnelle d'une électricité stable durant la journée, la valeur de réserve. C'est assez bon. Ça ajoute un certain nombre ça ajoute des possibilités de rémunération pour l'électricité solaire thermodynamique. Voilà, quelques mots sur le modèle sud-africain. Le troisième appel d'offres. Les Sud-Africains ont fixé des plafonds très voisins pour les offres de prix, pour le photovoltaïque et pour le solaire thermodynamique, mais ils ont donné au sol thermodynamique, ils auraient pu le donner aux deux, ça serait revenu au même en fait. Ils ont dit, voilà, pendant les heures de pointe, au début c'était 4 heures, maintenant c'est 5 heures, de 16h30 à 21h30, eh ben, on va payer le prix que vous allez soumettre multiplié par 2,7.
Pourquoi ? Parce que l'écart de coût dans ce pays entre la fabrication de l'électricité dans la journée à partir du charbon local, pas cher et très polluant, et la fabrication du courant de pointe avec du gaz ou des produits pétroliers importés, c'est un écart de 1 à 3 à peu près. Et je vous renvoie aussi à l'étude de Silinga et Gaucher de l'université de Stellenbosch. Ils ont fait un calcul très intéressant. L'Afrique du Sud prévoit d'ajouter 5 gigawatts de centrales à gaz cycle ouvert pour combler les pointes pendant plusieurs, quand même, 2000 heures par an ou quelque chose comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe si on ajoute 3,3 gigawatts de CSP pour couvrir ces mêmes pointes ? On donne à ce CSP aucune valeur de capacité. On considère qu'on n'est pas assez sûr qu'il fait assez beau tout le temps. Et vous voyez ici sur la charge qu'on imagine une situation où il n'y a pas assez pour couvrir 2 jours sans soleil dans les réserves de sel fondu. Donc on ne donne aucune valeur de capacité. Et bien, malgré ça, le kilowattheure CSP est moins cher que le kilowattheure gaz. Et ces 3 gigawatts se rentabilisent et baissent le prix du kilowattheure d'heure de pointe en Afrique du Sud. Voilà. Pour conclure rapidement, retour aux perspectives de court terme. Les marchés qui freinent, c'est l'Europe. Les marchés en expansion, c'est les États-Unis, l'Australie, l'Afrique, le Middle East, la Chine, et puis un peu l'Amérique latine qui s'y met à son tour. Voilà, il y a donc quand même beaucoup à faire. Si je peux ajouter un dernier mot de conclusion, à part l'électricité, je pense que le vrai marché important pour le CSP, c'est la chaleur industrielle. Je suis prêt à discuter des autres options, je n'y crois pas beaucoup. La chaleur industrielle, par contre, c'est énorme. Et tous les niveaux de température sont nécessaires. Donc c'est pour le solaire thermique sans concentration quand c'est de la basse température, et c'est pour le solaire thermique avec concentration quand c'est de la haute température. Et l'avenir est aussi là. Merci beaucoup. Merci Cédric Philibert. Vous avez questionné Obaïd Amran. Obaïd Amran, vous travaillez à la Mazen. Comment pourrait-on définir la Mazen ? L'INES marocain ? Oui, une agence publique pour l'énergie solaire marocaine. Alors je pourrais pas d'abord répondre est-ce que c'est l'INES. Bon, bien qu'on ait quelques contacts avec l'INES, je n'ai pas tout le périmètre de ce que fait l'INES, mais on est un peu plus, je crois, sur l'aspect développement. D'accord. Alors l'agence, au fait, qui n'est pas une agence, c'est une société de droit privé à capitaux publics qui a été créée par le législateur marocain pour porter le plan solaire marocain, qui est au fait un plan solaire de 2 gigawatts à déployer au cours de cette décennie, donc avant la fin de 2020. Nous avons en parallèle avec le développement des centrales l'objectif, justement dans le cadre de la justification de cette, au-delà des aspects environnementaux, de complément dans le mix, l'objectif de participer à la création d'une filière solaire aussi, en travaillant sur de l'animation des acteurs industriels. Mais en travaillant également comme, j'allais dire, catalyseur des activités aussi de recherche et de développement. Et dans ce niveau-là aussi, on agit sur, puisqu'on a cette obligation de développer ces centrales et on connaît un peu la nécessité et le besoin de participer à l'amélioration des capacités, qu'elles soient dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de la formation. Donc on a un petit peu cette mission qui repose sur ce triptyque, qui fait que c'est quand même une agence ou une mission assez particulière. D'accord. Alors, je vais vous demander de parler plus proche du micro, s'il vous plaît. Et de répondre à la question suivante que vous a posée Cédric Philibert. Est-ce que sans stockage, point de salut ? Est-ce que le stockage est désormais un critère obligatoire en nombre d'heures émis par votre pays pour développer le CSP ? C'est une question extrêmement importante et d'ailleurs qui fait tout l'aspect distinctif dans le cadre entre les deux
énergies ou les deux sources de technologie d'énergie solaire. Si aujourd'hui le Maroc donc s'est d'abord concentré pour son programme sur l'énergie thermique, c'est pour deux raisons principales. D'abord, en termes de calendrier, les projets thermiques prennent beaucoup plus de temps à être déployés et donc il était question de démarrer d'abord avec des projets thermiques pour qu'ils soient au rendez-vous donc des besoins du gestionnaire de réseau. Mais, et surtout, ça a été aussi parce qu'aujourd'hui, disait tout à l'heure Mme Philibert, il n'existe pas, à l'exception du stockage par gravité, d'autres moyens pour pouvoir gérer la pointe qui se trouve être aujourd'hui au Maroc et dans un certain nombre de pays en développement plutôt en début de soirée. Et il est aujourd'hui satisfaisant de constater qu'au moins dans le cadre du premier projet, donc Noor 1, qui a été aujourd'hui attribué au niveau de Ouarzazate, que les solutions de stockage sont tout à fait déployables à grande échelle, qu'elles n'effraient pas forcément les bailleurs de fonds, qu'ils soient des acteurs de développement ou des banques privées. Et ceci est également un élément important. Je pense qu'aujourd'hui, on aura encore dans les technologies qui s'offrent, et notamment la tour, des ambitions un peu plus importantes avec les écarts de température que cela offre. Aujourd'hui, il existe, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, et pas certainement aux industriels qui sont avec nous, des technologies qui sont un peu plus matures que d'autres dans le domaine du stockage, avec toutes les technologies de sel fondu. Mais d'autres perspectives sont en cours d'examen, même avec de la production de la vapeur. Et le domaine de la recherche est un élément extrêmement important. Et je voulais juste ouvrir, en parlant de la recherche, une petite parenthèse pour dire que Mazen déploie au niveau de Ouarzazate une plateforme de test pour les nouvelles technologies. Donc je m'adresse aux industriels. Cette plateforme, elle offre les conditions, toutes les infrastructures nécessaires au développement de nouveaux concepts et dans des conditions réelles et dans des conditions de production. Et nous sommes en contact avec un certain nombre d'industriels, notamment français, qui souhaitent déployer des process à tester. Et on a été surpris parfois par des... Pas surpris, c'était pas surprenant, mais ça a confirmé un petit peu notre intuition, c'est que la nécessité de disposer d'une plateforme de test, même pour les unités de production sur des technologies tout à fait matures, pour pouvoir fiabiliser les offres des développeurs dans un contexte où l'essentiel des développements futurs se feront par appel d'offres. Et ceci est extrêmement important. Je pense que ça doit dire quelque chose aux personnes qui préparent des dossiers d'appel d'offres, parce que ça permet de calibrer de façon précise les offres, et c'est quelque chose de déterminant. Donc voilà, je ferme sur cette parenthèse. D'accord, merci. Juste, vous avez parlé de Noor 1. Parlez-nous de Noor 2. Hein. Je crois qu'il y a 2 consortiums français en lice. L'un d'entre eux, on a M. Jamar qui nous en parlera. Est-ce qu'il retient une technologie précise? Parlez-nous de cette deuxième tranche. Alors la deuxième tranche du projet Noor, qui est au fait 2 sous-projets, Noor 2 et Noor 3. Le premier étant un projet de miroir cylindro-parabolique de 200 mégas, et le deuxième est un projet de tour d'environ 100 mégawatts. Donc le processus qui a été retenu par Mazen depuis le début est un process d'appel d'offres.
où la structuration repose sur une consultation du secteur privé dans un cadre de partenariat public-privé, au terme duquel on aboutit à la signature d'un contrat d'achat d'électricité sur 25 ans. Et le prix de l'électricité est défini par l'offre la moins disante. Donc c'est une enchère inverse. Et le processus repose sur une préqualification par rapport à des critères de technologie, des critères d'expérience et des critères de capacité financière, avec la possibilité de s'organiser en consortium. Alors vous en avez combien là actuellement? Alors on en a 7 donc, qui représentent l'ensemble de l'horizon technologique sur les technologies donc sur lesquelles on a sollicité le marché. Alors ces entreprises, elles sont qualifiées sur la base d'un pass or fail, il n'y a pas d'appréciation. N'est-ce pas? C'est juste la satisfaction des critères qui ont été énoncés au début. Alors, une fois retenues, ces entreprises qui viennent de recevoir, d'ailleurs, reçoivent un document, le document technique d'appel d'offres pour faire des propositions de solutions techniques optimisées dans le cadre d'un cahier de charges de spécification minimale. Celles-ci font une offre technique lorsqu'elle est stabilisée et reconnue acceptable par Mazen, propose après une offre de prix. Et donc c'est comme ça que se fait ce schéma-là, sachant que Mazen procède également à la mobilisation des financements en raison de sa casquette auprès des agences et des banques de développement, dans l'AFD d'ailleurs, et d'autres agences européennes et internationales, et procède donc et devient bailleur du projet, donc pour pouvoir faire bénéficier la production d'électricité d'une ressource disponible au tarif du développement. Et tout cela au bénéfice du prix de l'électricité in fine. Alors, Nour 2, on connaîtra les gagnants à quel moment? Alors, le processus d'appel d'offres dure plus ou moins 12 à 14 mois. Il a démarré en août. Je vous laisse faire le calcul. Dans un an, en fait. Pratiquement. OK. Et parmi ces consortiums, il y en a un dont fait partie M. Jamard, Jacques Jamard, puisque vous représentez Alstom. Vous êtes allié à EDF, me semble-t-il, sur la sous-partie Techno à Tours. Oui, arrêtez-moi si je m'arrête. Arrêtez-moi si je me trompe, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre offre Alstom? Pourquoi ce choix de la Tour? Vous avez un retour d'expérience aux États-Unis, m'avez-vous dit au téléphone, et vous allez nous le montrer en image. Si ça peut bien venir. Alors, voilà. Alors simplement, il y a à peu près 4 ans maintenant, nous avons décidé de nous orienter vers les systèmes solaires à tours, dans une démarche généralisée de développer une offre assez complète dans les nouvelles énergies. On s'occupe également dans la partie marine de développer des solutions hydroliennes, également dans la géothermie. Côté solaire, on s'est dirigé vers un choix de tour, et vers un choix de tour pour lequel on a pris une participation à la société BrightSource, qui est un spécialiste dans le domaine. Alors pourquoi cela? Parce que BrightSource s'occupe de ce qu'on appelle le Solar Field. Solar Field, c'est tout le système qui permet de capturer l'énergie solaire et puis de la concentrer au niveau d'une tour. Et derrière cette tour se trouve un certain nombre d'éléments que Alstom maîtrise, à savoir une chaudière, ensuite une turbine, puis un générateur. Donc toute cette phase
nous la maîtrisons, puisque c'est à peu près le même principe qu'une chaudière à gaz. M. Pujol, tout à l'heure, avait pris à peu près la même démarche en disant, au départ, peu importe l'énergie, ensuite vous la transformez à peu près avec les mêmes outils, peu ou prou, en tout cas dans ces domaines thermiques. Donc, on est parti sur cela parce que ça combinait ce que l'on savait faire avec un acteur dans le marché qui lui aussi avait démontré qu'il savait plutôt bien faire. On est parti également sur des développements de storage, de stockage, parce que globalement, nous considérons aujourd'hui que des systèmes à tours sans le storage, en termes de prix, par rapport au PV par exemple, ne tiendraient pas. Et on considère que l'attente du marché, tant qu'on en parlait, l'attente du marché va vraiment dans ce sens d'utiliser les systèmes de solaire thermodynamique pour garantir une utilisation plus large que le simple PV aujourd'hui. Je ne voudrais pas parier que d'ici 2020, du côté du PV, par exemple, il n'y ait pas également des solutions de storage qui seraient développées. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec les sels fondus, quelque part, les systèmes thermodynamiques ont pris une certaine avance. Alors justement, vous savez turbiner combien d'heures après le coucher du soleil Alors pour le moment, on est sur une base de l'ordre de 4 heures. Ouais. Et je pense que les attentes, je disais justement à mon voisin que ce qu'on entend des futurs appels des rounds 4 et 5 pour les Sud-Africains, ils commencent à parler de 8 à 9 heures. Donc on est sur un développement qui est en train de s'opérer pour le moment, pour lequel j'espère d'ici peu on pourra lancer le premier proto de cet ordre-là. Parce que les attentes du marché globalement vont dans des... Vous parliez tout à l'heure de 5 heures, on est en train d'élargir, au début c'était 2-3 heures, 4 heures, 5 heures, et on pense que 8 ou 9 heures va être la norme d'ici peu. Alors, on peut tout de suite demander à monsieur Beramoglou, en Turquie, vous avez besoin de combien d'heures à turbiner après le coucher du soleil? On peut vous le demander tout de suite. En fait, je ne suis pas sûr, mais voilà, en Turquie maintenant, on n'a pas vraiment une production CSP. Voilà, même en solaire, nous sommes juste en début. La question, c'était votre pic de demande électrique dans le pays survient à quelle heure le soir? Après le coucher du soleil. C'est 8 heures, je pense. 7 heures, 8 heures au soir. D'accord. Donc on n'a pas besoin non plus de 6-7 heures de stockage et de rallonger. Allez-y, monsieur Jamar. Il y a aussi un pic matinal. Ouais. Et quelque part, la logique serait d'avoir un pic de soirée relativement large et avec une performance dégradée, mais d'avoir aussi une certaine capacité maintenue pour le matin. Alors, Aivampa, présentez-nous. Alors, Aivampa, si je peux... En fait, je ne sais pas vers quoi il faut l'orienter. Alors, Aivampa, voilà. C'est un site donc, qui se trouve... Allez, vous faites la voix off, allez-y. Alors, je fais la voix off. C'est un site qui se trouve au Nevada. Ce sont 3 centrales de 130 MW chaque. Donc, on en est à pratiquement 400 MW. C'est un site qui doit faire 4 km et demi de long. Chaque site... organisé autour d'une tour est composé d'à peu près 55 000 miroirs, d'une quinzaine de mètres carrés chacun. Alors ça, c'est du boulot pour Saint-Gobain, si on veut rester français. C'est vraiment des choses qui... C'est du Saint-Gobain, ça? Je pense qu'il doit y avoir du Saint-Gobain dedans, mais je n'en ai pas la certitude. Ok. D'accord. En tout cas, je sais que pour d'autres projets, on travaille avec eux, on discute en tout cas avec eux. Le système de tours, là, vous avez une tour qui fait à peu près 150 mètres. La réflexion des miroirs fait monter au niveau du récepteur la température à 580 degrés et vous envoyez de la vapeur à 580 degrés et à peu près à 120 bars dans la turbine qui se trouve au pied de la tour. Puis vous avez un cycle normal de turbinage, vous passez au générateur et puis voilà. Donc il n'y a pas de système de stockage parce que ce sont des principes qui ont été lancés il y a quelques années et à ce jour, il n'y avait pas, jusque-là, il n'y avait pas de besoin particulier. Là, vous avez les miroirs qui sont mis à plat de manière à les mettre en préservation en cas de fort vent.
et de tempête, parce que tout ça est piloté à distance. Et je trouve, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un système qui aujourd'hui est en train de démarrer. La première est en démarrage d'exploitation. Les deux autres suivront dans les 2-3 mois qui viennent. Et ça permet d'être ce qu'on appelle en anglais un showcase, qui permet de démontrer la validité de cette démarche. Alors, savoir, et c'est aussi une des caractéristiques de notre démarche, c'est qu'on est parti sur des systèmes relativement lourds. On est en fait sur des offres qui vont de 100 à 250 MW l'unité. Je pense qu'il faudra à moyen terme qu'on dégrade une offre aux environs de 50 MW. Je ne pense pas qu'économiquement on trouvera l'équilibre à moins de ça. Alors, mais des pays comme le... Vous êtes victime d'un effacement électrique, Monsieur Jamar. Changez de micro, s'il vous plaît. Oui, on vous perd de temps en temps. Ok, merci. Ok. Donc, simplement, en termes de puissance, on est sur des puissances de 100 à 250. On sera sans doute amené à apporter, nous et bien sûr nos concurrents, des offres aux environs de 50, parce que les Indiens, les Chiliens, enfin un certain nombre de pays sont plutôt partis sur des puissances de l'ordre de 50. L'Arabie Saoudite sera clairement sur des puissances supérieures. Alors précisons que parce que ce n'est pas pour demain. D'accord. Précisons que ces pays-là devaient être là aujourd'hui avec nous. Il y a eu diverses défections qui font que ce et le n'est projet pas le cas. Nour 3, c'est 100 MW. D'accord. Et est-ce que vous serez utilisateur de la fameuse plateforme dont parlait M. Amran pour tester le matériel? A priori, non. Puisqu'il y a une solution qu'on m'arrive en pas est un gros test. Donc, on va répéter la démarche. Donc, a priori, non. Merci. Pas pour ça, en tout cas. Merci, M. Jamar. Je vais me tourner vers la Turquie, Utku Beramoglu. Est-ce que ce genre de jouet vous fait rêver? Est-ce que la Turquie, déjà, est-ce qu'elle a une feuille de route pour l'énergie solaire thermodynamique dans son bouquet énergétique? Et est-ce que vous êtes déjà capable de savoir quelle technologie vous intéresse plus qu'une autre? Oui, dans le solaire, en fait, dans tous les domaines de l'énergie renouvelable, on a bien commencé il y a peut-être 5 à 6 ans en Turquie. Et nous avons eu une mauvaise expérience par rapport les octrois des licensing. Et puis maintenant, nous avons changé toutes nos régulations. Et maintenant, je peux vous dire que nous avons une cible de 20 000 MW pour 2023, c'est le centenaire de notre République. 3 000 MW pour solaire, et 600 MW pour géothermique. Maintenant, nous avons réalisé pas plus que 2200 MW à éolienne. Et nous avons juste commencé... 200. Oui, de 2200. 2200. Et c'est avec toutes les grandes entreprises, y compris les Français et les Allemands. Et voilà, de l'autre côté, à solaire, en fait, avec cette mauvaise expérience, nous avons commencé doucement, mais pas vraiment très lentement. Nous avons fait un appel d'offres 7 juin pour 6 000 MW. Pardon, 600 MW. Oui, excusez-moi. J'étais en train de réfléchir. Oui, voilà, j'étais conseiller commercial ici à partir de 2008, c'est-à-dire, voilà, mon français de temps en temps, je dois faire désolé, mais m'excuser. Maintenant, nous avons fait cet appel d'offres, on attend pour les résultats. On mixe, voilà, on fait accès à notre réseau. En même temps, on fait tous les détails, avec notre régulateur turc, RTE turc, TIH, il s'appelle TIH. Et vous avez aussi un feed-in tarif, surtout. Oui. Nous avons un feed-in tarif très important pour CSP. Je veux juste dire qu'on n'a pas distingué le CSP et PV parce que nous n'avons pas vraiment de production désormais. Et il y a aussi les projets CSP à notre savoir. Ce n'est pas vraiment plus que le CPV ou PV. Et notre feed-in tarif, ils ont vers 13,3 centimes pour 10 ans. 13,3 centimes d'euros, de dollars? Dollars. Cents. Oui, cents, exactement. Et en plus, nous avons un soutien pour contenu local. Ça augmente jusqu'à 9 centimes. Et, étant donné que les productions pour thermique, nous avons déjà une capacité pour thermique en Turquie. Il y a des productions, c'est possible de trouver
des possibilités pour Alors, joint attendez. ventures. Vous voulez dire qu'il y a un bonus à faire fabriquer localement Exactement. Oui. le matériel et à l'exploiter donc. Oui. Nous avons, ça augmente jusqu'à 22,5 centimes, y compris le contenu local en PV. En plus, nous avons aussi changé notre réglementation pour donner 100 licensing, production 100 licensing jusqu'à 1 mégawatt. On attend que ça augmente la capacité de la Turquie pour produire énormément les années prochaines. On attend, voilà, on a eu 5000 mégawatts de demande pour ces 600 mégawatts. Voilà, les régulateurs et le RTE turc, ils ont des difficultés de... Et dans ces demandes, il y avait beaucoup de CSP ou c'était majoritairement du PV? Et à notre savoir, c'est CSP. Voilà, ces régulateurs, ils n'annoncent pas les détails des demandes, mais c'est plutôt CPV et PV que CSP. Et il y avait du français là-dedans? Oui, il y en a. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Oui, je connais des entreprises qui ont des partenaires. Je peux vous dire directement, par exemple, EDF, avec leurs partenaires turcs importants, ils ont déjà un marché. Voilà, je pense qu'il doit être déjà présenter leur demande. D'accord. Par exemple, oui. Merci, monsieur. J'ai oublié de dire que vous étiez de l'ISPAT, oui. l'agence turque pour la promotion et le soutien à l'investissement. En fait, oui. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Je vous en prie. Je vais juste peut-être ajouter maintenant un petit mot sur notre agence. Voilà, notre agence, nous sommes liés directement au Premier ministre de la Turquie. Et nous facilitons le travail des investisseurs étrangers en Turquie. Nous avons une forte équipe en Turquie. Nous aidons pour trouver des choix de sites, études de marché, et en plus trouver des partenariats en Turquie, négociations avec les instances gouvernementales. Nous sommes dans tout le monde, aussi en France. Maintenant, je suis basé à Paris. Et notre équipe sont en Turquie. D'accord. Merci. Cédric Philibert, la Turquie, si je ne m'abuse, fait partie des pays où la demande d'électricité explose, croît de manière exponentielle. Ou arrêtez-moi si je me trompe. Notre invité le saura mieux que moi. Et du coup, est-ce que le CSP est pertinent pour le CSP est pertinent. Pour autant de croissance. La qualité de l'irradiance est juste acceptable. Elle n'est pas exceptionnelle. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer a priori, par rapport même à Ouarzazate, elle est plutôt inférieure en général. Donc le CSP est dans une situation où, le stockage est important, parce que un des rôles du stockage, c'est aussi d'effacer un peu les nuages qui passent. Mais voilà, quand la radiation directe est moins forte, l'output décroît assez vite, donc il faut quand même faire attention. C'est un peu comme l'Espagne, il faut faire attention. On est dans une condition limite déjà en Espagne. Je veux juste ajouter que notre ministère d'énergie est actuellement à Paris et il préside le ministériel meeting à l'Agence internationale d'énergie. On a eu des réunions avec nos collègues, M. Karabo et M. Bal, hier. Avec notre ministère d'énergie, on avancera notre collaboration. Et voilà, il y a eu aussi des échanges sur CSP et CPV à l'Agence internationale d'énergie aujourd'hui. Merci, monsieur. Alors, si je parlais de la demande électrique turque, c'est aussi pour faire un parallèle un peu douteux. La Turquie mise aussi sur le nucléaire pour y répondre. Et nous avons dans la salle Areva, qui a une business unit nucléaire bien connue, mais donc également une business unit renewables. Donc Emmanuel Peter, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel choix technologique vous avez parié pour le CSP Made in Areva? Oui, tout à fait. J'avais une présentation qui montre aussi quelques images de la technologie. Donc effectivement, Areva, groupe d'énergie nucléaire, a décidé d'investir dans les renouvelables pour élargir son portefeuille d'énergie décarbonée. Et donc les activités renouvelables sont l'éolien, le solaire, la bioénergie et le stockage de l'énergie, notamment par l'hydrogène. Pour ce qui est du solaire,
Le choix a été fait de la technologie Fresnel, donc CLFR, à vapeur directe. La raison étant des synergies donc évidentes entre le nucléaire et le solaire quand il s'agit de gérer de la vapeur. C'est la maîtrise des échangeurs de chaleur, de la vapeur. Pour preuve, aujourd'hui, tout ce qui est logiciel de simulation qui régissent l'opération des centrales ou même les codes qui sont dans les salles d'opérateurs des centrales sont l'héritage de 25 ans de développement dans le nucléaire de nos codes, évidemment dénucléarisés et solarisés, on va dire. Et on s'appuie énormément sur l'ensemble des compétences du groupe Areva, non seulement sur la gestion de la vapeur, mais aussi la gestion des matériaux et le développement des projets. Voilà. Pour ce qui est de la technologie, depuis 2010, Areva a acquis ce qui était une start-up en Californie qui s'appelait Osra, et depuis on va dire mondialisé cette technologie, puisque on a aujourd'hui des projets qui sont en Australie, en Inde, aux États-Unis. On espère bientôt aussi dans les régions Moyen-Orient, Afrique du Nord. On a des bureaux business développement dans tous ces pays, également à Riyad, en Asie, etc. Donc c'est vraiment devenu partie de France et Californie et c'est étendu dans le reste du monde. Et en choisissant la technologie à vapeur directe, c'est faire le choix de 3 applications de marché. Alors on l'a beaucoup dit, effectivement, l'électricité, première application, des centrales solaires. Comme on fait bouillir de l'eau dans un réacteur qui soit nucléaire ou à charbon ou à gaz, peu importe, on peut faire bouillir de la vapeur pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Maintenant, la vapeur a également 2 autres applications qui nous semblent très importantes. La première, c'est ce qu'on appelle booster, ou faire de l'augmentation de vapeur de centrales traditionnelles. Par exemple, charbon. Donc l'intérêt, là, c'est de venir produire de la vapeur aux heures les plus ensoleillées de la journée, la mélanger, cette vapeur, aux vapeurs d'une centrale à charbon, ce qui permet de décarboner un petit peu les centrales à charbon. Pour exemple, on a un projet aujourd'hui de 44 MW en addition à 750 MW de centrales charbon, ce qui fait un évitement annuel de 33 millions de tonnes de CO2, je crois. On parle d'hybridation aussi, je crois. Alors, ça, c'est de l'augmentation. Il y a aussi de l'hybridation où on peut mettre côte à côte des centrales, effectivement, solaire-gaz, solaire-charbon. Voilà. Et la troisième application, Cédric Philibert en a un petit peu parlé, on a un petit peu la même angle de vue là-dessus. On pense qu'il va y avoir un marché très important pour la chaleur industrielle à l'avenir et donc un marché pour la vapeur. Voilà, c'est un petit peu les 3 applications qu'on vise. Aujourd'hui, on a des projets sur les 2 premières. Alors, quelques photos, malheureusement assez anciennes, mais ça, c'est le projet Reliance en Inde. Donc, on a une croissance assez rapide parce qu'on a commencé avec un projet de 2 fois 125 MW. Aujourd'hui, on est en train de terminer la première tranche de 125 MW, donc stand-alone, c'est-à-dire qu'il y a simplement une centrale solaire, il n'y a pas de centrale traditionnelle à côté. Donc situé dans le Rajasthan, en Inde. Voilà, l'image de second projet, Kogan Creek, comme j'en parlais, qui est de l'augmentation de vapeur de centrales à charbon. On a également un petit projet de booster aux États-Unis sur la centrale de Tucson, centrale à gaz, ici 5 MW, donc plus petit. Où pareil, le solaire vient augmenter la production d'une centrale fossile sans augmenter sa production de CO2. Voilà, donc pour finir, c'est l'image de la technologie telle qu'on l'a acquise en 2010 avec ces démonstrateurs en Californie, qui avaient été les premières centrales à redémarrer après l'hiver solaire, on va dire, qui avait été connu aux États-Unis après la baisse du prix du pétrole, avec une technologie qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, est intrinsèquement modulaire. On a des modules de 5 à 7 MW électriques. Donc si on veut fabriquer des centrales, eh bien, il suffit de mettre en série un certain nombre de ces modules. Comme on l'a dit, c'est de la vapeur directe, donc c'est sympathique pour l'environnement. Il suffit d'avoir
de l'acier, des miroirs, de l'eau, et on produit de l'électricité. C'est simple, on évite les matériaux qui sont toxiques, pas très sympas, comme les huiles synthétiques, évidemment. Et puis, il y a un certain nombre de facilités d'opération, puisque ça ne se voit peut-être pas sur la photo, mais on peut passer sous les miroirs, hein. Enfin, c'est à plus de 2 mètres de hauteur, malgré tout. Et puis, les miroirs aussi peuvent tourner complètement à 180 degrés la nuit pour éviter l'accumulation de poussière, ce qui est très intéressant dans le désert, ou aussi se mettre en position de repli pour résister aux tempêtes et aux diverses conditions environnementales un petit peu difficiles. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez dit, je veux parler R&D aussi à cette tribune. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pour, notamment le stockage, hein, on a bien vu que c'était là le levier essentiel pour la filière. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est donc la dispatchabilité, la capacité du solaire à répondre aux besoins d'électricité quand on en a besoin. Ça, c'est la dispatchabilité pour les centrales solaires. On pense aussi que sur le marché de la vapeur, ça sera important aussi de pouvoir garantir une production de vapeur indépendamment des conditions d'ensoleillement. Alors c'est pour cette raison que le stockage thermique chez nous c'est un projet stratégique clé en R&D. Et de fait, les technologies de Direct Steam Generation ne sont pas celles qui ont des stockages thermiques les plus matures ou les plus efficaces si on prend des sels fondus. Donc on a 2 projets R&D très importants en parallèle. Le premier pour le stockage en application, production d'électricité qui est fait en collaboration avec Sandia aux États-Unis, qui vise à développer une technologie toujours CLFR, mais en direct molten salt. Donc ce sont maintenant des sels fondus qui circulent dans les tuyaux et ensuite on génère la vapeur. Et puis pour l'application toujours marché vapeur, on a également un projet là de stockage en France qui est réalisé avec le support de l'ADEME, qui est donc le projet STAR qu'on évoquait tout à l'heure, et qui vise à développer un stockage thermique adapté à la génération directe de vapeur. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est d'utiliser des matériaux à changement de phase. Donc le projet STAR a pour but de faire la démonstration d'une part à l'échelle laboratoire, puis maquette, puis démonstration sur un site industriel de production de vapeur de cette technologie. C'est un projet qui est construit autour d'un partenariat stratégique Areva-CEA, mais également, étant donné qu'on veut aller rapidement sur le marché et qu'on veut s'assurer de l'industrialisation de la solution, on a intégré dès le début un industriel des échangeurs de chaleur qui a également des lignes de production en Arabie Saoudite qui permettraient une production locale également de la solution de stockage thermique. Et puis on a des laboratoires de l'Université de Pau, le LATEP, et 2 laboratoires du CNRS Chimie Paris qui sont associés avec nous. Un partenaire clé aujourd'hui aussi est E.ON, qui va abriter notre démonstrateur sur le site de la centrale d'Émile-Huchet en Lorraine, donc où on prélèvera une partie de la vapeur d'une centrale charbon pour aller tester un démonstrateur à l'échelle des mégawattheures. Avant, je l'espère, pouvoir faire des pilotes, d'offrir une vitrine technologique dans les marchés cibles. Pourquoi pas au Mazen ou en Arabie Saoudite. On aimerait effectivement pouvoir faire la démonstration à l'ensemble de la communauté et des investisseurs que DSG et stockage thermique sont compatibles, que ça marche, c'est performant et compétitif. Merci beaucoup, Madame Peter. Alors, vous avez tous insisté sur le fait qu'on se focalise sur l'électricité, mais qu'on peut produire également utiliser l'énergie primaire pour faire de la chaleur industrielle. Est-ce que Maroc et Turquie sont intéressés par ça? Est-ce qu'ils voudraient mettre des raffineries, etc., à côté, enfin plutôt l'inverse, mettre des centrales CSP à côté de gros complexes industriels qui utiliseraient de la chaleur? Monsieur Amran, par exemple. En tous les cas, ceci découle d'une même réalité. Le Maroc est un pays qui est pauvre en sources d'énergie primaire. N'ayant absolument aucune source d'énergie carbonée sur le territoire, il importe plus de 90% de ses besoins.
La réponse donc par des centrales solaires pour le besoin en électricité est une réponse immédiate. Aujourd'hui, nous conduisons une réflexion sur justement toutes les applications que peuvent avoir les industries solaires, hein, où lorsque l'électricité ou la chaleur devient un intrant d'un service à offrir aux industriels. Et la chaleur industrielle est un des chantiers ou des objectifs qui aujourd'hui retient le plus notre attention. Le Maroc a des projets d'industrialisation de secteurs qui sont aujourd'hui identifiés. Nous sommes dans une approche relativement prospective pour essayer d'identifier la taille de ce marché à venir et de pouvoir organiser autour de ce marché les offres compétitives qui existent. Voilà. Mais c'est effectivement un sujet qui nous intéresse, que nous n'ignorons absolument pas et autour duquel on est en train de s'organiser. D'accord, parce que le gros dilemme des centrales CSP, c'est qu'elles apprécient les milieux désertiques. Donc les milieux où il n'y a personne, encore moins d'industriels autour. Donc peut-être Cédric Philibert, est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à combien de kilomètres de tuyaux on peut pertinemment tirer pour exploiter la chaleur de la centrale CSP jusqu'au site industriel? Je vais répondre à cette question. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter. Non, parce qu'il ne s'agit pas des. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Il s'agit non pas des centrales de grande taille. Il s'agit de centrales qui sont optimisées pour le besoin d'une application. Et aujourd'hui, ma collègue d'Areva en parlait. Donc, il y a un aspect modulaire, même pour la haute température, qui existe. Et qui, dans les régions, en tous les cas au Maroc, même si ce n'est pas dans les endroits complètement désertiques où les niveaux d'ensoleillement sont les plus intéressants, peut justifier d'un investissement industriel qui peut être, ma foi, la seule contrainte qui existe, c'est la disponibilité d'espace, qu'il faut intégrer au moment de la conception des zones industrielles, n'est-ce pas? Parce que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudrait revenir pour imaginer des offres groupées dans des zones industrielles qui peuvent justifier de telles installations. On peut imaginer des installations sur les toits, comme on peut imaginer des installations à détail qui peuvent servir une petite communauté. Cédric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il faudrait arrêter de parler de désert, et je pense que Desertec a fait un très mauvais service à la technologie en choisissant ce nom qui laisse croire qu'on parle de zones où il n'y a personne. Je vais vous donner quelques exemples de villes où il y a un très bon DNI dans l'environnement immédiat. Mexico, 30 millions d'habitants, Le Caire, 20 millions d'habitants, Los Angeles, 10 millions. Je pourrais comme ça en décliner un certain nombre. Donc, il y a 1 milliard d'habitants qui est directement intéressé par les zones de bon DNI dans le monde de demain, 1 milliard à 1,5 milliard, et il y a des installations industrielles importantes. Aujourd'hui, la plus grande installation thermique sans concentration vient d'être inaugurée au Chili pour alimenter en chaleur une installation, une mine de cuivre. Voilà. Donc il y a des besoins, il y a des raffineries, il y a surtout des cimenteries, il y a beaucoup d'installations qui ont besoin à la fois de chaleur et d'électricité, et pour lesquelles il est possible d'alimenter sur place avec de la chaleur et de l'électricité. Voilà. D'accord. Alors, rappel de l'intitulé de cette table ronde. Dans un marché aux perspectives considérables, quel rôle pour les acteurs français? Monsieur Joly, les acteurs français sont-ils suffisamment armés techniquement, industriellement, pour s'attaquer à ce marché? Vous m'avez dit, on a fait un benchmark, c'est ça, sur les brevets français récents dans le domaine du CSP, et on n'est pas si mal. Oui, on vient avec, dans le cadre de Ancre, donc avec Gilles Flamand, hein, qui travaille avec moi dans le groupe énergie solaire de l'Ancre, de faire une petite analyse des brevets. Et finalement, en regardant les acteurs français, alors bien sûr, il y a aussi nos industriels autour de la table, hein, et aussi les instituts comme le CEA, le CNRS, finalement,
on voit que la France est active, en tout cas sur l'innovation, et en tout cas possède finalement des brevets, donc finalement avec, disons, et dans la course, enfin, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Hein. Ce n'est pas ce qui forcément va faire la différence. Néanmoins, ça prouve, disons, que disons, la France est active, ou les groupes français et les instituts français sont vraiment actifs dans le domaine. En particulier du Fresnel. M'avez-vous dit au téléphone? Non, oui, non, mais pas que. Non, mais pas que. C'est vrai que, bon, effectivement, il y a des choses là-dessus. Mais là, effectivement, quand on parle du Fresnel, ça a été souligné, on parle du champ solaire. Bon, ça, c'est un domaine où on peut effectivement avoir des brevets. Mais il y a tout, on a un peu distingué, on a demandé au cabinet de brevets aussi de distinguer entre le champ solaire, les absorbeurs-récepteurs, la partie absorbeur-récepteur, la partie stockage, comme on l'a souligné, qui est très, très importante. Et éventuellement le power block, bon, enfin, là, disons que c'est plus traditionnel, encore qu'effectivement il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là. Donc il y a de l'activité sur tous les domaines, et les grands acteurs mondiaux, que ce soit les États-Unis, l'Espagne bien sûr, l'Allemagne, etc., sont aussi très actifs sur ces trois éléments. Et il faut effectivement être actif sur ces trois éléments, enfin ces quatre éléments même. D'accord, je crois que vous vouliez poursuivre avec un support visuel, si vous pouviez transmettre la zapette à Monsieur Joly. C'est gentil. Voilà. Oui, non, juste pour souligner ça, j'ai pas été exhaustif sur ce qu'on faisait dedans, mais je voulais aussi montrer deux axes importants qui en fait font qu'on est actif dans le domaine. Le premier, bon, c'est le stockage d'énergie. Alors une première remarque, en fait l'activité de l'INES, bon, essentiellement au niveau de l'innovation, c'est le CEA, donc c'est pour ça qu'on retrouve, donc ça a été mentionné par Madame Peter, les activités du CEA dans le domaine. Et donc le stockage et l'innovation dans le stockage nous paraît essentiel, et donc on a donc une forte activité là-dessus. On a la liste en bas où on a travaillé sur différents niveaux de température de stockage avec des approches originales, des concepts de stockage relativement basse température, en tout cas pour le thermodynamique de type thermocline. Le stockage en utilisant les changements de phase qui a été évoqué par Madame Peter, et puis aussi des travaux sur des températures encore beaucoup plus élevées, sur de la chaleur sensible, donc dans les matériaux réfractaires. À chaque fois, on a mis en œuvre des vrais démonstrateurs, des vraies boucles d'essai pour tester ces différents éléments, et on est amené donc que ce soit donc avec nos deux partenaires industriels, donc soit Alsolène, hein, qui est dans la salle, donc éventuellement vous pourrez l'interviewer, puisqu'avec Alsolène qui est un nouvel acteur, on travaille sur l'ensemble du système, hein, donc on a déployé avec eux des centrales d'essai sur Cadarache, mais aussi avec Areva, on a mis en œuvre ces technologies de stockage originales qui nous paraît un point essentiel. L'objectif aussi de regarder les différents niveaux de température, c'est effectivement aussi d'augmenter le rendement global des centrales thermodynamiques et de donner plus de flexibilité, de productivité globale et d'efficacité finalement à ces centrales. Donc ce qui est aussi un point très essentiel, c'est de monter le rendement, hein, puisque pour rembourser finalement l'investissement, donc le rendement global du système est très 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 important. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, alors, je ne sais pas, c'est le transparent suivant, je sais pas si c'est l'aspect qui n'a pas encore trop été évoqué, mais qu'on connaît bien nous par ailleurs, puisqu'on est acteur des autres secteurs, que ce soit le solaire photovoltaïque ou le solaire thermique basse température, c'est les aspects fiabilité et test. Vous avez souligné l'importance de tester les choses à tous les niveaux, hein, que ce soit les tests des petits composants élémentaires. Donc on a déployé toute une plateforme de tests, et on a aussi mis en place une collaboration avec le Maroc sur ce point-là, donc avec Massir, avec le soutien de la Mazen, pour effectivement tester tous les éléments de la chaîne, hein, que ce soit à nouveau le champ solaire, mais aussi les autres éléments, et en particulier le stockage aussi, comment il réagit à long terme, etc. Donc tout ça, ça a été mis en œuvre, c'est un point très important. Alors, on a d'autres actions de plus long terme, en particulier sur les matériaux absorbeurs haute température avec lesquels on collabore directement avec Promesse, mais je laisserai Alain peut-être en parler plus globalement, et insister sur le fait que nous, finalement, pour répondre globalement à votre question, on accompagne un certain nombre d'acteurs industriels. On est aussi en partenariat avec des pays comme le Maroc.
On est là pour accompagner, on est là pour travailler sur l'amont, pour amener des idées nouvelles. On est là aussi pour accompagner globalement le système, pour finalement se doter d'outils d'essai qui vont permettre de tester les choses. Voilà, on est dans notre rôle tout simplement. Et je pense que la France a historiquement, que ce soit au niveau du CE et du CNRS, une forte compétence dans ce domaine-là, qui était dormante, puisqu'elle n'a pas été mise en œuvre. Donc nous, on a redémarré ces activités récemment, mais avec une très très forte augmentation des équipes. Et on a bien identifié que le solaire à concentration, et comme ça a été très bien souligné par ailleurs, il n'est pas du tout en contradiction avec nos activités photovoltaïques et en compétition. Il faut travailler en fait sur les deux, et donc je ressouligne l'importance pour nous du solaire thermodynamique. Un miroir, ça casse au bout de combien de temps? Alors, je ne sais pas bien répondre à cette question directement. Oui, je peux donner quelques exemples, mais on peut dire que c'est une trentaine d'années la durée de vie d'un miroir sans prendre beaucoup de risques. Oui. Bon, tout dépend des. Voilà, on a ceux Thémis, oui. on a ceux du four solaire. Donc c'est maintenant que ça va casser, parce que 83, 2013, ça fait 30 ans. Voilà. Tout dépend bien entendu des endroits où ils sont installés. Alors, racontez-nous justement, est-ce que justement dans cette optique export là, est-ce qu'on vient rendre visite à vos équipes? Est-ce qu'on vient visiter la centrale de Targason? Est-ce que vous recevez des étrangers? Est-ce que vous leur vendez la technologie? Oui, alors je m'exprime ici au nom du CNRS, donc, qui est mon organisme de tutelle. Et donc je voulais rappeler un certain nombre de points qui nous paraissent essentiels. C'est d'une part, le premier point, c'est de rappeler que si on voit aujourd'hui une croissance du marché au plan international, c'est le fruit finalement de dizaines d'années d'efforts de R&D qui ont été consacrés à ces technologies un peu partout dans le monde, un petit peu en France et puis dans les années 80 et puis ensuite beaucoup en Espagne et aux États-Unis notamment, et le relais a été pris après en Australie, en Israël, etc. Et donc les grands champions aujourd'hui du solaire thermodynamique au plan international, c'est clairement des gens qui ont massivement investi et continuellement investi dans la recherche depuis entre 15 et 30 ans. Voilà. Donc je crois que ça c'est une question essentielle et il faut bien l'avoir à l'esprit quand on parle de lancer ou relancer une filière française pour ces technologies-là. Alors dans ce contexte-là, quelle est la place finalement qu'occupent les organismes de recherche, donc le CNRS, le CEA, quelques labos universitaires? On essaie de donner de la continuité à des politiques qui, clairement, en ont manqué cruellement au niveau de la France. Alors, on a l'avantage d'être un organisme public où on a des échelles de temps sur les recherches relativement longues. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, finalement, on a poursuivi au niveau donc, du four solaire du CNRS à Odeillo, donc ce que vous avez sous les yeux à l'écran, des travaux de recherche, et on les a relancés récemment, puisqu'il y a un certain nombre de prises de conscience qui font qu'il y a des programmes qui sont lancés au niveau national, les travaux de recherche sur les grandes priorités. Donc les grandes priorités, il faut les analyser pour bien voir où doivent porter les efforts. Donc les Américains l'ont fait dans le cadre du programme Sunshot, on devrait largement s'en inspirer pour réduire les coûts. Le problème du CSP, un des problèmes du CSP, c'est aussi, bien qu'on n'envisage pas d'être concurrent directement avec le photovoltaïque, mais malgré tout, on a des problèmes de coûts. Donc réduire les coûts, ça veut dire travailler sur les composants qui coûtent cher à l'investissement ou alors qui ont un potentiel d'amélioration de leur performance pour en réduire finalement l'importance dans une centrale solaire. Donc le premier point, c'est le champ solaire. Donc là, on n'est pas très très actif aujourd'hui sur les champs solaires, à part les systèmes Fresnel, donc on l'a largement mentionné. Le deuxième point, c'est les récepteurs à haute température. Ça, c'est très très important. Monter en température, ça veut dire se donner la capacité d'avoir des meilleurs rendements en aval au niveau des cycles. Et par contre, c'est plus difficile sur le plan des matériaux et plus difficile sur le plan des rendements, de l'efficacité. Donc là, il y a des gros efforts à faire. Le CNRS travaille sur ces aspects-là depuis très longtemps. Le stockage en aval du récepteur, ça, je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde en a parlé. On a des solutions aujourd'hui, notamment avec les sels fondus, qui sont séduisantes, relativement bon marché. On peut se poser des questions sur le très long terme, sur la disponibilité des sels fondus, si on veut généraliser cette technologie. Mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait figure de système de stockage
de loin le plus performant. On essaye d'ailleurs de l'étendre depuis les tours sur d'autres technologies. C'est passé en cylindre parabolique, ça va venir sur le Fresnel, d'après ce qu'on a entendu avec les travaux d'Areva. Il y a d'autres solutions à développer sur le système du stockage. On a parlé des difficultés de stocker la chaleur quand elle est produite dans de la vapeur. Donc effectivement, il y a des gros efforts à faire et le CNRS travaille beaucoup sur ces questions-là. On n'est pas les seuls. Du point de vue plus transversal, il y a des travaux à faire sur les matériaux à haute température et sur les fluides, si vous voulez, de transfert pour alimenter les récepteurs solaires. Donc sur tous ces terrains-là, le CNRS est présent depuis très longtemps en Cerdagne, avec notamment les travaux qui sont menés au niveau du four solaire. Est-ce qu'on peut imaginer une courbe d'apprentissage du CSP qui soit parallèle à celle du photovoltaïque, où tous les ans, on a 1-2 points de rendement supplémentaires en silicium cristallin? Est-ce qu'on est dans la même dynamique ou je me trompe complètement? Non, bien entendu, on est tout à fait dans cette recherche-là. Aujourd'hui, si on voit comment évolue le marché au plan international, il y a moins de 10 ans, on avait 95% ou 98% de centrales à cylindre parabolique. Aujourd'hui, les parts de marché évoluent. On a une croissance assez rapide des systèmes à tours qui offrent des meilleures performances, des meilleurs rendements, des meilleures possibilités de stockage à bon marché. Et puis on commence à voir naître également le Fresnel, le linéaire Fresnel pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire, comme l'a précisé Emmanuel Peter, du booster dans des centrales à charbon, ce qui est une excellente idée. Et il faut absolument promouvoir cette technologie-là. Voilà, toutes ces questions-là, effectivement, font progresser, comme vous dites, les courbes d'apprentissage et les coûts évoluent à la baisse. Les coûts évoluent à la baisse non seulement par les progrès techniques, mais aussi par le volume installé. Quand on est à 3 gigawatts dans le monde, il est clair que le coût, si vous voulez, la répercussion sur le coût de l'électricité est très sensible par rapport aux 300 mégawatts qu'on avait jusqu'au début des années 2000. Donc, et ça va encore continuer, bien entendu. Merci, monsieur. Alors, Jacques Jamard, vous vouliez intervenir et je fais l'incorrection de faire passer madame Delcroix en dernier, ce qui ne se fait pas pour une dame. Juste, et pas pour toucher les enthousiasmes, mais premièrement, j'ai difficile de... Quand je travaille avec mes clients ou futurs clients, prospects, j'ai difficile de ne pas mettre le PV en concurrence avec le CSP, parce qu'eux le font. On sait bien de parler de complémentarité, mais la réalité, quand vous êtes en face d'un client, il vous dit mais moi je peux avoir du PV à tel prix. Et le PV aujourd'hui est sorti des toits des habitations particulières. On fait des centrales de 70-100 mégawatts. Ça se fait et ce sont les utilisateurs, les utilities, donc les opérateurs genre EDF qui lancent ce genre de projet. Donc ça c'est une chose. Maintenant, je voudrais même rappeler que le PV, à peu près la moitié du prix du PV est constitué des modules. Les modules sont faits pour l'essence à 80 et quelques pourcents en Chine, dans des usines où ils peuvent produire, chaque ligne fait à peu près 1 gigawatt annuel. On installe 30 gigawatts par an. Alors, certes, vous avez raison en disant qu'on améliore le CSP. Je peux vous dire que le PV s'améliore encore bien plus vite. Et je ne parle même pas du dumping. Le prix du watt-peak en 2010, c'était 3,62 dans le PV. Il est tombé à 1,52. Vous avez dit tout à l'heure, on est à 2,5 à 3 fois moins. Aujourd'hui, le CSP, avec les différentes technologies, on a le TRUF, on a le Fresnel, on a le Tower, avec des petites installations réparties à gauche et à droite dans le monde, rendent cette courbe d'apprentissage plus lente et plus difficile que le PV qui est dans ce marché depuis 10 ans, qui fait 30 gigawatts à l'heure actuelle annuelle, et où vous avez la moitié du prix qui vient d'un module qui est essentiellement de provenance chinoise, dumpé et avec des usines que vous ne pouvez pas concurrencer dans le CSP. Voilà. Je me disais bien qu'on allait faire un match CSP-PV dans les 10 minutes qui restent. Monsieur Ferrière, 2 minutes, Cédric Philibert, 1 minute 30, et Catherine Delcroix. Non, surtout pas. On ne va pas se lancer dans un match CSP-PV qui n'a pas lieu d'être. Je pense que Cédric l'a rappelé dans son petit discours introductif. À peu près tous les analystes aujourd'hui voient effectivement, ou prévoient en tout cas, qu'il y a une vraie complémentarité sur laquelle il faut s'appuyer pour développer de front, on va dire, ces deux technologies. Alors,
Moi, je lis pas dans la boule de cristal, je ne sais pas dans 10 ans, dans 15 ans où on en sera. Mais on ne rend pas le même service avec le CSP et le PV. Je pense que ça a été aussi dit et répété, donc c'est inutile d'insister là-dessus. Donc je crois que ces deux grandes filières, si vous voulez, ne doivent pas être perçues comme une compétition, bien qu'effectivement certains grands groupes fassent encore ce genre d'analyse et sur le très court terme puissent privilégier aujourd'hui des investissements sur le PV au détriment du CSP. Je pense que ce genre, si vous voulez, de tendance-là devrait s'estomper dans les années qui viennent, quand on aura suffisamment de volume installé. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu difficile de se faire une place, mais enfin, je rappelle, hein, on a 3 gigawatts aujourd'hui. Il y a 10 ans en arrière, il y avait 350 mégawatts installés en CSP. Donc on est au tout début de la croissance du marché. Cédric, c'est très bien. Alors, Emmanuel Peter, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Non. Alors on va faire parler M. Amran ou M. Joly. Oui, moi, rapidement. On connaît bien le PV, puisqu'on est plus un acteur du PV. Je veux dire, en fait, effectivement, hein, je comprends très bien ce que vous dites. Vous avez totalement raison. À court terme, si vous voulez investir, vous vous dites, bon, bah voilà, finalement, si vous prenez de l'électricité, ça dépend pour quel usage, mais bon, non, c'est moins cher de faire du PV. Mais tout ça, même le PV, d'ailleurs, il n'est pas encore complètement dans finalement son objectif d'avoir une électricité extrêmement bon marché, on va dire compétitive, on va dire. Je suis provocateur avec le charbon, parce que tant qu'on n'en est pas là, même certains pays vont préférer finalement brûler du charbon. Donc tout ça, c'est un pari, j'allais dire, on a un pari pascalien, c'est-à-dire à partir du moment où on y croit et on va jusqu'au bout, on est presque sûr de gagner. Donc, parce que les courbes d'apprentissage font que... Alors, elle sera peut-être un peu différente dans le CSP parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais le PV l'a prouvé à partir du moment. Mais effectivement, ça demande un gros effort au départ. Hein, Cédric Philibert ne va pas me contredire. Donc, un gros effort d'investissement. Donc, qui tire le premier, qui finalement tire le char derrière lui. Donc, ce n'est pas très évident à trouver, mais néanmoins. Si on fait le pari et si on arrive suffisamment à investir et que un certain nombre de pays se mutualisent leurs efforts, et ça je pense que c'est vrai pour le CSP comme pour le PV, on doit effectivement derrière, parce que la quantité de 3 gigawatts, si elle la compare au PV ou la compare encore à d'autres choses, c'est quand même pas énorme. Donc ça va être la clé du futur et ce n'est pas un pari qui est forcément perdu d'avance. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur Joly. Alors, je vais endosser mon rôle de coupeur de tête pour respecter les temps de parole. Et là, je vais faire parler Catherine Delcroix pour la CNIM. Madame Delcroix, vous avez choisi comme terrain de jeu le même qu'Alain Ferrière, les Pyrénées-Orientales, pour votre centrale Creux de Lyon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Alors, et vous m'avez dit, il faut un champion français. Est-ce que ça sera la CNIM, le champion français ? Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Eh bien, écoutez, ça sera la CNIM, je ne sais pas. Je le suppose, en tout cas. Mais ce que je vous ai dit en disant il faut un champion français, pourquoi faut-il un champion français ou international d'ailleurs ? Mais comme la question était l'export depuis la France, à ce moment-là, il faut un champion français. D'abord, je voudrais un petit peu replacer le débat sur ce que vous aviez sur le thème, qui est cette filière à l'export, pouvons-nous y jouer un rôle significatif ? Nous étant, dans le cas précis, les sociétés françaises ou les représentants qui sont ici autour. Cette technologie du CSP, elle est effectivement, comme vous l'avez dit, à ses débuts sur le marché. Et pour qu'une technologie ou une solution industrielle s'impose durablement, énergie ou pas énergie, il faut qu'elle ait quand même 2 grandes caractéristiques. Le service rendu, c'est-à-dire la réponse aux attentes de l'utilisateur, du client, etc. Et la compétitivité, c'est-à-dire le coût le plus bas. Et qu'on le veuille ou non, il faudra bien arriver à une parité avec des technologies ou des solutions de production d'énergie rendant les mêmes services. Alors, on a les courbes d'apprentissage, mais il y a différentes façons de baisser le coût d'un projet. Il y a bien évidemment, et ça, à travers les appels d'offres, on en a, et l'aide de l'État français à travers l'ADEME, à travers les appels d'offres creux, etc. Ça permet de mettre les technologies au point et de vérifier leurs coûts et leurs performances. Qu'est-ce qui va faire qu'on aura la meilleure réponse finalement de service rendu du client ? On vous en avait un petit peu parlé, c'est bien sûr produire l'énergie au moment où on en a besoin,
et dans la qualité dont on a besoin. Bon, l'électricité est une chose, mais on a beaucoup parlé aussi d'applications industrielles qui viendront sur le marché, de mon point de vue, bien après l'énergie électrique, parce que pour les centrales électriques, il y a une volonté politique des pays de s'équiper en énergie renouvelable et donc de donner une chance aux technologies et aux solutions techniques. Les industriels ont une approche beaucoup plus pragmatique. Il faut que le service rendu soit prouvé et que la compétitivité soit prouvée. Donc, mais j'y crois profondément parce qu'en particulier le Fresnel est tout à fait adapté à ça. Et nous avons discuté avec beaucoup de clients industriels, effectivement, de l'utilisation directe de cette chaleur. Aujourd'hui, on est, à part quelques expérimentations, on est un peu trop tôt, même si le coût de l'énergie ainsi produit est gratuit. Une fois qu'on a, je dirais, que l'investissement est fait. Mais encore faut-il calculer le montant de cet investissement et du terrain. On en a parlé aussi. On a un petit peu éludé la question du terrain à proximité des utilisateurs. La réponse de M. Amran était excellente sur le sujet. Mais dans l'industrie, ça sera le premier obstacle. Ça sera vraiment le premier obstacle. Alors, je reviens sur ce qui va faire la compétitivité. On a parlé, bien sûr, de baisser le coût de l'investissement. Donc, baisser le coût de l'investissement, ça suppose une industrialisation très poussée. Donc, ça suppose des volumes. Ça suppose du travail, évidemment, de recherche sur les matériaux pour augmenter leur performance, mais aussi pour baisser leur coût de fabrication. Ça suppose une industrialisation très au point, et en particulier une industrialisation dans les pays où on va installer ces centrales thermiques. Ça suppose aussi des coûts de montage de projets acceptables et efficaces, d'où l'idée du champion français que je vais développer après. Et ça suppose également des coûts d'exploitation le plus bas possible. Donc, pour des coûts d'exploitation le plus bas possible, une très grande disponibilité de l'installation, donc une fiabilité de l'ensemble des composants. On revient sur des sujets qui ont été évoqués. Donc pour avoir une continuité le plus possible de la production, étant entendu qu'en solaire, il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas tout à fait, qui est le nuage, ou disons les conditions météo. Donc là aussi, trouver des solutions de stockage intermédiaire, d'accumulation d'énergie, etc., pour pallier à ça et mettre sur l'utilisation de la chaleur une production le plus stable possible. Cela suppose aussi des solutions de nettoyage, des solutions techniques qui font que quand on perd une partie de la capacité de production, on perd très peu, c'est-à-dire ça a le moins d'incidence possible. Donc il y a, si vous voulez, beaucoup d'autres sujets que tous ceux qu'on a évoqués. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arriver, alors à terme, pas immédiatement, les appels d'offres des pays sont quand même, quand c'est des enchères inversées, il faut quand même arriver à une compétitivité très réelle. D'où cette idée de champion, français ou pas français, mais d'une offre, alors évidemment français parce qu'on est dans ce cycle-là, mais d'une offre qui intègre à la fois la construction, c'est-à-dire le CAPEX, l'exploitation et le montage de projets, le financement de tout ça pour arriver au prix le plus bas. Donc c'était voilà ce que j'appelais le champion. Merci madame. Alors est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un dilemme, une contradiction entre vous, monsieur Béramoglou, qui instaurait un bonus au local content, c'est ça, et puis vous, industriel français, qui voulez produire avec du matériel français et qui ne sera pas fabriqué dans le pays en question. Je peux répondre à ça. Je crois avoir dit qu'il faisait l'industrialisation dans le pays où on allait installer les installations était un des enjeux de cette compétitivité, indéniablement. Si vous voulez, il y a des parties de technologie qui sont protégées, il y a des parties de technologie qui sont... Alors, dans une centrale thermique, qu'elle soit Fresnel ou à Tours, après la chaudière, il y a tout le power block. Le power block, il a des parties de turbines qui peuvent être fabriquées dans beaucoup de pays et achetées dans beaucoup de pays. Bon, on est là dans des choses hyper classiques. Beaucoup à Belfort, mais pas uniquement. Je crois qu'il y a dans cette salle quelques personnes qui ne seraient pas contentes si on parlait uniquement de Belfort. Mais il y a aussi, si vous voulez, un encombrement physique. Un champ solaire, c'est grand. C'est très grand, c'est très répétitif, quelle que soit la technologie, qu'elle soit à Tours ou qu'elle soit en Fresnel. Et il y a nécessairement une réflexion sur l'industrialisation et
le montage, disons, dans le pays pour limiter au maximum, d'abord utiliser la main-d'œuvre locale, bien évidemment, dans un souhait de développement des pays, mais limiter également au maximum les coûts de transport, les coûts inutiles, les coûts de logistique abusifs, disons. Merci Madame. Emmanuel Peter, et puis oui, deux questions de la salle. Pour illustrer quand même par rapport à, vous avez dit des composants français, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche avant tout, c'est la compétitivité. Sur l'usine qu'on construit en Inde, il est évidemment hors de question de produire l'acier en France et d'aller transporter ensuite l'acier en Inde, etc. Donc sur le chantier qu'on a aujourd'hui de 125 MW, plus de 90% des composants sont fabriqués localement. On construit des usines mobiles près des projets et on embauche 2000 personnes. Donc il y a vraiment un manufacturing qui est extrêmement local. C'était dans l'écrit. Ce qui est fait en France, dans le cas d'un projet français, serait évidemment aussi la construction, mais il y a toute la partie engineering, financement. Il y a bien d'autres choses qui sont faites, qui peuvent être faites en France, mais en aucun cas, si on fait une centrale à l'autre bout du monde, on ferait des composants français. C'était une exigence du gouvernement. C'est évidemment une plus-value aujourd'hui. Beaucoup d'appels d'offres demandent une localisation, un contenu local, et c'est vraiment une tendance de plus en plus générale. Ok, midi 1, 2 questions de la salle, peut-être des commentaires de la Provence. Voilà, mais Monsieur Amran, j'ai remarqué qu'il parlait longtemps, donc faites court, Monsieur Amran. Ça va être très rapide. C'est juste par rapport aux propos, sans revenir sur ce qui a été précisé, entre le PV et le CSP. Pour dire qu'en conclusion, ce dont on a besoin, ça a été rappelé au tout début, il faut un flux de projets sur le CSP pour pouvoir aider les industriels à faire des offres de plus en plus intéressantes et compétitives. Et ça, malheureusement, il y a eu quelques initiatives aujourd'hui politiques, régionales, industrielles, mais qui ne se traduisent pas en réalité par des projets. Voilà, tout simplement. Je pense que là, si on a réalisé quelques centaines ou une centaine de mégas ou une centaine de gigas sur le photovoltaïque pour pouvoir en arriver là, je pense que le thermique a sa place dans le devenir de l'humanité, dans la raréfaction des sources d'énergie donc fossiles, mais surtout dans la valorisation d'espaces qui ne l'étaient pas à ce jour, notamment au sud de la Méditerranée. Et c'est à ce titre-là qu'il faudrait placer un moment la réflexion et les décisions. Et ça a été rapide. Je crois que la Tunisie vient de lancer un appel d'offres, me semble-t-il. Peut-être quelqu'un peut le confirmer. En tout cas, c'est la Tunisie elle-même qui devait le confirmer à cette tribune, mais bon. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Oui, monsieur. Là-bas. Merci. Je suis le représentant de l'Union générale des Vietnamiens de France. J'aurais aimé voir un représentant de mon pays à la table ronde. Je suis un peu jaloux de la Turquie et du Maroc. Malheureusement, mon pays se lance très prochainement dans un programme nucléaire. Personnellement, je suis contre. Je préfère que mon pays s'intéresse, investisse massivement dans les énergies renouvelables. Nous sommes très en retard dans ce domaine. On a fait beaucoup de barrages. Je voudrais demander aux acteurs français présents ici, est-ce qu'ils ont eu des contacts avec mon pays ? Je serais prêt à faire l'intermédiaire si jamais vous avez envie de conquérir le marché vietnamien. Merci. Est-ce qu'il est pertinent de faire du CSP dans cette région du monde ? Ça, c'est Cédric Philibert qui va pouvoir répondre. Et je crois que le Vietnam est typiquement un pays pour un mix hydraulique et photovoltaïque. La qualité de l'irradiance directe, à mon avis, rend très, très hasardeux. Enfin, ceci dit, on disait la même chose pour la Thaïlande, et il y a quand même une centrale de quelques mégawatts qui marche. Mais bon, la ressource est quand même très, très, très limite dans les pays chauds et humides. Même s'ils sont bien ensoleillés,
Ils peuvent être ensoleillés, mais voilà, l'atmosphère fait que l'irradiance directe est faible. Et donc, ça va très bien. Ça ne gêne pas vraiment pour le photovoltaïque. Ça va très bien avec l'hydraulique, parce que s'il y a de l'humidité dans l'air, il y a de l'eau dans les rivières. Voilà. Mais le bon mix, c'est hydraulique et photovoltaïque et pas CSP au Vietnam, à mon avis. Mais merci d'être venu quand même, monsieur. Daniel, des choses de la Provence ou pas? Ou on passe à la table ronde suivante? Bon. Oui, oui, allez-y, monsieur Béramoglou, vous allez compléter peut-être la réponse ou parler de votre cas à vous. Je voudrais juste ajouter un point sur Madame Delcroix. En fait, sur le marché d'export, les entreprises françaises sont très fortes, en Turquie aussi. Mais voilà, on n'a pas évoqué le problème de, par exemple, avec l'octroi de terre, des permis du ministère des Environnements dans tout le monde. Il y aura plusieurs problèmes à régler. Et c'est pour ça, voilà, les success stories sont plutôt les grandes entreprises qui ont bons partenaires, qui ont des industrialistes, par exemple, qui peuvent utiliser le CSP dans utility-based, dans leur installations. Et voilà, les success stories sont plutôt les joint ventures pour les entreprises françaises que j'ai vues, aussi pour les Allemands en Turquie, comme E.ON. Voilà, je voulais juste ajouter ça. C'est important pour les entreprises françaises aussi de trouver les bons interlocuteurs. Et aussi, juste un point, les entreprises françaises sont très, très prudentes par rapport aux autres entreprises, à mon expérience, par rapport aux Allemands, les Belgiques. Qu'est-ce que vous appelez prudent? Voilà, voilà, ça prend du temps d'évaluation, de voir les partenaires, encore trouver des autres, voilà, les sources des informations, et puis évaluation encore et encore, voilà. Mais c'est bon, voilà, enfin, ils trouvent des bons interlocuteurs, même si c'est de temps en temps tard, mais ça arrive. Il y a des sources comme UBI France, mais de temps en temps, c'est aussi mieux de voir d'autres sources de coopération, juste pour trouver de bons interlocuteurs. Merci. Jean-Pierre Joly, et puis on passera au sujet suivant. Juste un complément, hein, je l'évoquais avec mon voisin marocain. Dans tout ça, il y a un point très important, c'est qu'effectivement, une grosse partie de la valeur ajoutée, de toute façon, se fera localement. Ça a été souligné, ne serait-ce qu'à cause des matières premières, et puis aussi le fait que finalement toute cette énergie a un sens aussi si finalement une grosse partie de la valeur ajoutée, on voit bien sûr dans d'autres secteurs, est apportée localement. Et du coup, il y a un gros besoin aussi de formation. Et je pense que nous, on est sollicités là-dessus. Et donc, je pense que là on a aussi, je veux dire, des programmes importants à mener en accompagnement, qui sont des programmes de formation sur l'ensemble des énergies solaires, hein, pas que le solaire thermodynamique, mais aussi le solaire thermodynamique. Merci beaucoup. Merci pour votre présence à cette table ronde, messieurs, dames. Allez, il faut tenir encore une petite heure et demie pour la troisième table ronde.